pour tous les travaux réalisés et qui sont soumis donc, à une autorisation d'urbanisme ou à une déclaration préalable. Seul le permis de démolir n'est pas concerné par une DAACT. Donc il convient effectivement d'adresser le formulaire donc CERFA au service instructeur, assorti des attestations qui pourront être nécessaires. Je pense à l'accessibilité, à la réglementation thermique ou environnementale, à l'acoustique. Tout dépendra en fait du type de projet. Normalement, c'est spécifié dans le formulaire. Voilà, et la conformité, donc dès réception de la DACT, l'autorité compétente peut réaliser un recollement. Donc obligatoire évidemment sur les immeubles qui sont inscrits, les ERP, établissements recevant du public, parc national, secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles et facultatif dans les autres cas. En cas de récollement facultatif, donc l'autorité compétente a 3 mois pour se rendre sur le lieu de la construction du projet et vérifier si les travaux sont bien conformes au permis de construire. Et ça veut dire aussi que dans ces 3 mois, elle peut contester la conformité des travaux. Ce délai est porté à 5 mois dans des cas spécifiques quand le règlement est effectivement obligatoire. Si l'autorité administrative constate que ce qui a été réalisé n'est pas conforme au permis de construire, donc elle va mettre en demeure donc le pétitionnaire de déposer un permis de construire modificatif ou alors de mettre en fait les travaux en conformité avec l'autorisation qui avait été préalablement délivrée. Alors, troisième partie de la matinale, les recours et les sanctions. On va commencer par une question. Le maire a refusé de délivrer un permis de construire. Que puis-je conseiller à mon client? Rien, aucun recours possible. Ou B, je peux lui indiquer les différents recours dont il dispose. Bon. C'est évidemment la B. Donc on a deux types de recours. C'est le recours gracieux, qui doit être intenté auprès du maire dans les 2 mois qui suivent la notification du refus. Et on a le recours contentieux devant le juge administratif, un peu plus compliqué. Il peut s'opérer dans les 2 mois qui suivent le refus ou bien dans les 2 mois qui suivent le rejet du recours gracieux. Donc tenter l'un, puis l'autre, semble tout à fait une bonne voie aussi à conseiller à son maître d'ouvrage. À savoir que si vous n'avez pas de retour du maire, de l'autorité compétente dans les 2 mois qui suivent le dépôt du recours, dans ces cas-là, c'est un rejet tacite du recours. Le recours des tiers, donc attention, évidemment, on en parlait tout à l'heure, toute personne justifiant un intérêt peut porter un recours envers une autorisation d'urbanisme. Donc il est recommandé d'attendre la fin du délai de recours des tiers avant de commencer les travaux. Donc, comme on le disait tout à l'heure, soit effectivement l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation peut procéder dans le délai des 3 mois au retrait de l'autorisation à l'issue du recours gracieux, soit effectivement s'il y a un contentieux, donc une action en cours devant le juge administratif, celui-ci peut aussi bien sûr décider d'annuler le permis de construire. Donc, tant que le tribunal n'a pas statué, les travaux peuvent être réalisés, mais effectivement, ça peut devenir délicat si jamais le juge décide d'annuler le permis de construire. Dans ces cas-là, il faudra régulariser ce qui a été construit, mais en faisant en sorte que ce soit quand même conforme du coup avec le PLU. Alors, effectivement, dans les situations où l'ABF doit émettre un avis, est-ce que mon client peut contester un avis de l'ABF? Donc non, il n'y a aucun recours possible. Oui, sous réserve de respecter certaines diligences. Donc là, évidemment, sous réserve de respecter certaines diligences, le client peut tout à fait émettre un recours vis-à-vis des décisions de l'ABF. Donc cela se fait à la réception de l'arrêté de refus. Lorsque celle-ci s'applique sur un refus de l'ABF, le pétitionnaire peut contester l'avis de l'ABF. La contestation s'effectue dans les 2 mois qui suivent la notification et le recours doit être formalisé devant le préfet de région. C'est ça. Et à savoir aussi que l'administration peut aussi s'opposer à un avis de l'ABF. Et dans ces cas-là, elle a 7 jours à compter de la réception de l'avis de l'ABF pour saisir le préfet de région. Voilà, là ça passe en CRPA, donc c'est la commission.
commission régionale patrimoine architecture, effectivement, qui réunit un collège de personnes qualifiées et qui émet un avis que le préfet peut suivre ou pas. Donc le préfet qui va être sollicité dans le cadre d'un recours contre l'avis de l'ABF va avoir deux possibilités. Donc soit il va valider l'avis de l'ABF et dans ces cas-là, le pétitionnaire pourra se diriger vers le juge pour effectivement solliciter l'annulation pour contester l'avis de l'ABF. La saisine du juge, elle s'effectue à compter de la notification de la décision du préfet. Soit le préfet va donc contester l'avis qui a été rendu par l'ABF et dans ces cas-là, donc cet avis sera modifié ou invalidé et l'autorité compétente devra prendre une nouvelle décision et la notifier au demandeur dans le mois qui suit la réception de la notification du préfet. Alors, les sanctions contentieux pénales, donc, lorsqu'un usager ne respecte pas les règles d'urbanisme, il doit être poursuivi. Donc, réalisation de construction sans autorisation, évidemment, travaux non conformes au permis de construire et travaux non conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme. Et donc, la prescription en matière pénale est de 6 ans à compter de l'achèvement des travaux. C'est ça, et on ne vous l'a pas mis sur le PowerPoint, mais en matière administrative, la prescription, elle est de 10 ans. Donc ça veut dire que si on a donc une construction qui, par exemple, a été édifiée, n'était pas conforme à un permis de construire, si jamais donc il y a une demande de permis qui est déposée sur la dite construction, au bout de 10 ans, l'administration elle ne pourra pas se fonder sur cette irrégularité-là pour refuser le permis de construire. Il y a une question de... Désolé de vous parler d'un cas particulier un peu comme les autres, mais là-dessus, c'est un client qui cherche à vendre un bien et le potentiel acquéreur a fait une vérification de l'ensemble des documents. Et c'est un bâtiment qui a brûlé dans les années 70 et qui a été reconstruit avec un permis de construire. Or, il y a un sous-sol et ce sous-sol n'apparaît pas dans le permis de construire. Le sous-sol, il y a de grandes chances qu'il ait été construit bien avant le bâtiment du début du 19e siècle. Comment faire? Est-ce que ce sous-sol peut partir rentre dans le cadre d'une prescription, étant donné qu'il a plus de 30 ans, et donc c'est comme s'il y avait une opposition possible, ou pour le mettre en conformité, il faudrait redéposer un permis de construire sur quelque chose qui a déjà été construit, sachant que l'acquéreur, je serais potentiellement suspect, l'acquéreur va faire des travaux dans ce bâtiment, c'est un développé bureau, va faire des travaux dans ce bâtiment, donc va déposer un permis de construire à un moment. Donc il y aurait une partie du bâtiment qui ne figure pas dans les plans, qui n'a jamais eu permis de construire. Cet incendie, c'est avant 70, c'est ça? C'est dans les années 70, D'accord. la date exacte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 10 ans. Parce qu'après, il y a une forme de prescription quand c'est avant 1970. Évidemment, alors ça, c'est un cas particulier, extrêmement juridique. Je ne sais pas si Léa, tu as un avis dessus. Et je ne sais pas comment se positionne l'administration. Hein. Il faudrait voir aussi comment l'administration se positionne pour régulariser ce sous-sol. Il y a eu une question qui a été posée, une réponse à l'oral, donc une trace là-dessus, mais ils ont dit de poser un permis de construire. Donc en gros, on devrait faire un permis de construire pour un truc qui a été construit. Oui, de régulariser. En fait, c'est de le faire exister dans la base de données de la ville. C'est ça le sujet fondamental. Mais ça, c'est un accord qui s'est donné à l'oral, et c'est quelque chose qui est assez contraignant à faire, avec le délai. Est-ce que nous, on ne peut pas s'opposer à ça en disant non, ça rentre dans le cadre d'une prescription, ça fait plus de 10 ans, il y a pas de recours. Alors après, sauf erreur de ma part, il me semble que justement vous avez des exceptions à la prescription, notamment quand il y a des travaux qui ont été, une construction qui a été édifiée sans permis de construire. Après là, vous me dites que ça a été reconstruit et le sous-sol, du coup, c'était une reconstruction à l'identique? C'est une reconstruction pas à l'identique, mais il y a un permis de construire. Le sous-sol n'est pas dans le PC, mais le sous-sol, nous on est quasi sûr qu'il existait avant, mais on n'a aucune preuve. Bon, c'est un sujet qu'on va creuser. Voilà.
Mais n'hésitez pas à venir me voir à la fin, je vous donnerai notre adresse mail et comme ça vous pourrez nous apporter plus d'éléments pour qu'on puisse regarder de notre côté. J'ai un copropriétaire qui vient d'acheter un bâtiment avec un local commercial. L'acte de propriété mentionne bien l'ensemble des éléments. Il voudrait modifier le local commercial, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu d'autorisation dans le document. C'était une cour et que le local existe depuis plus de 30 ans. Il est dans une co-visibilité d'un monument historique. Et je crains de déposer un dépôt de dossier pour un ERP et la mairie risque de me demander la démolition du local sous prétexte qu'il n'y a pas d'existence. Qu'est-ce que je peux faire? Dans tous les cas, quand il y a comme ça un bâtiment qui avait été construit sans autorisation, il ne faut pas le cacher à la mairie. De toute façon, le permis que vous allez déposer devra contenir l'ensemble du bâtiment. Il faut voir avec eux justement de si jamais c'est irrégulier, de quelle manière il faut le régulariser ou pas, mais en tout cas, il faut que le service instructeur soit quand même au courant. Mais venez aussi, écrivez-nous aussi, et on regardera ça. Je rappelle que le service juridique est là aussi au service des architectes pour être contactés sur des situations délicates. Bon, sans se substituer au conseil juridique extérieur ou au cabinet d'avocats, néanmoins, il y a une production de première information, en tout cas aux architectes. Ça, je ne pense pas honnêtement, mais là, c'est très spécifique, je vous avoue, donc il faudra qu'on se penche plus dessus. Bonjour. Dans le cas où aussi une mission de conception et de permis de construire, notre mission est limitée à ça, sans suivi de chantier, où s'arrêtent nos responsabilités par rapport à la réception du chantier, notamment sur les conformités PMR, sécurité incendie, etc. Alors, je ne vois pas la question qui vient de là, je cherchais à qui répondre. Non, surtout pas signer de DACT, quoi que ce soit. Si vous avez une mission simplement de conception permis de construire, votre mission s'arrête à cette mission-là. C'est tout. Vous n'avez pas à aller ensuite confirmer quoi que ce soit. C'est la personne qui a suivi la réalisation des travaux qui confirme que ce qui est réalisé est bien conforme à ce qui a été déclaré auprès de l'autorité. En fait, je pose la question parce que j'ai vu passer un article, il me semble, de l'Ordre, où justement à ce sujet-là, il y a peut-être un an ou deux, qui indiquait que notre mission ne pouvait pas se limiter qu'à un dépôt de permis de construire. On devait aussi assurer une forme de conformité. Je suis le seul à avoir vu ça. Il ne me semble pas être le seul. Je crois savoir ce que c'est. Mais dans les documents de la MAF, la MAF a produit, mais ça c'est un truc qui tourne déjà depuis plusieurs années, la MAF semble indiquer, dans la compréhension des textes, qu'effectivement si on est signataire d'un permis de construire, on aurait la responsabilité quand même de veiller à ce que les travaux, les confrères, enfin, tout ce qui s'est passé par la suite, que la réalisation soit conforme au permis de construire. Bon, je en vois d'un devoir de conseil. Non, mais je vois un peu de quoi on parle. Les choses ont un peu évolué depuis. D'ailleurs, pour ceux qui se sont connectés au site du Conseil national, les contrats marché privé aujourd'hui sont en rénovation sur un article particulier qui cite la loi sur l'architecture. Dans la loi sur l'architecture, la maîtrise d'ouvrage, quand l'architecte n'a pas la mission de suivi de chantier, doit mettre l'architecte en position de pouvoir suivre la conformité architecturale. La conformité architecturale, pas la conformité PMR, pas la conformité incendie, pas la conformité technique, etc. Mais c'est de donner la possibilité à l'architecte de. Ce n'est pas obliger l'architecte à. Il y a eu des discussions
dans l'institution, notamment au niveau de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on s'est tous bien recalés sur l'interprétation de cet article de la loi de 77. Et effectivement, la position aujourd'hui, mais qui devrait être officialisée, est de dire qu'il n'y a pas d'obligation à. En revanche, la maîtrise d'ouvrage doit donner la possibilité à l'architecte de suivre la conformité architecturale. Et après, plus particulièrement, évidemment, sur les contrats, notamment les contrats qui sont suivis par la MAF, mais je rappelle que la MAF n'est pas le seul assureur des architectes néanmoins. Aujourd'hui, on peut tout à fait avoir un contrat de suivi de conformité architecturale sans se faire attraper par « j'ai mis le pied sur le chantier et tout d'un coup, je suis responsable de tout ». Voilà, donc ces contrats, aujourd'hui, ils sont bien bordés pour assurer l'architecte et ne pas l'entraîner dans une responsabilité élargie, quand bien même il n'aurait pas suivi quoi que ce soit, aucun visa technique et aucun rendez-vous de chantier assuré, etc. Donc il faut retenir deux choses derrière ça. C'est évidemment donc d'écarter le suivi responsabilité générale sur le chantier, DET, et sur la question de j'ai déposé un permis de construire, non. En tout cas, la position de l'ordre d'Île-de-France, c'est de dire non, il n'y a pas d'obligation à assurer le suivi architectural. Le législateur, en 77, a dit qu'il faut donner aux architectes la possibilité, évidemment, de vérifier l'œuvre architecturale, au sens propre du terme. Donc ils peuvent passer sur le chantier si la maîtrise d'ouvrage leur a donné la possibilité, et la loi rappelle que la maîtrise d'ouvrage doit leur donner la possibilité, mais après, en votre fort intérieur, vous pouvez le dire, moi j'accepte cette mission-là, ou je ne l'accepte pas. Voilà, mais vous avez, il n'y a pas d'obligation contractuelle sur ce point-là. Alors, donc en matière de contentieux pénal, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut décider, effectivement, s'il constate une infraction à l'urbanisme, de dresser un procès-verbal d'infraction. Donc il y a un agent assermenté qui va se rendre sur le terrain et qui va donc prendre des photos et dresser un procès-verbal. Lorsque vous avez des travaux qui sont réalisés sans autorisation d'urbanisme, le maire a l'obligation de prendre ce qu'on appelle un arrêté interruptif de travaux. Donc il sera notifié au contrevenant et qui lui interdit formellement de poursuivre les travaux. Ensuite, donc, le procès-verbal, il est transmis au procureur de la République qui va décider effectivement de l'opportunité des poursuites. Donc soit on a un engagement donc, des poursuites avec donc, une action qui sera menée ensuite devant le tribunal correctionnel, donc avec un juge qui va décider si oui ou non il faut sanctionner le contrevenant. Soit il peut y avoir un rappel à la loi, une régularisation qui est opérée, par exemple avec un permis de construire modificatif, si jamais voilà, le projet a été réalisé en méconnaissance du permis initial. Vous pouvez aussi avoir donc un classement sans suite qui soit opéré. Les cas de démolition sont quand même de plus en plus rares. Le juge, pour les prononcer, se base quand même sur voilà, une sorte d'équilibre. Il ne faut pas qu'en fait la démolition elle porte atteinte à la vie privée et familiale donc, de la personne du prévenu, sauf si effectivement il y a un risque pour les habitants du fait de la construction illégale. Alors normalement, il me semble que c'est spécifié dans l'arrêté en tant que tel. Normalement, vous avez d'abord donc une procédure contradictoire déjà avant l'arrêté. Ensuite, vous avez l'arrêté qui est pris. Et il me semble que c'est spécifié, en tout cas, dans l'arrêté. Non, vous n'avez pas... Vous êtes concerné ? D'accord. Il faudrait
regarder effectivement s'il n'y a pas des spécificités qui sont prévues dans le code, mais j'aurais tendance à dire que justement le permis de construire modificatif, du coup, vous permet de réenclencher les travaux. On pourra regarder si vous voulez. Oui, donc il y a des cas effectivement où les professionnels, architectes ou maîtres d'œuvre, sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en cas d'infraction pénale. Vous avez certains PV donc d'infraction notamment qui vont nommer expressément le pétitionnaire, mais parfois aussi l'architecte. Donc dans ces cas-là, il faut absolument aller voir votre assureur pour lui en faire part. Et enfin, donc, vous avez donc, le contentieux civil. Donc, si vous avez un permis qui sera reconnu comme étant illégal, donc un tiers lésé pourrait donc, lésé par les travaux effectués, pourrait donc solliciter, donc demander au juge civil la démolition de la construction dans les 2 ans à compter de la décision définitive. Mais encore une fois, la démolition, c'est quand même assez rare. Mais pourrait aussi donc demander des dommages et intérêts. Si vous avez des questions, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà eu beaucoup de questions pendant toute la présentation, et ça, c'est très agréable. Donc, merci. Merci. Oui, j'ai une question. Quand on a un permis de construire, on s'est rapproché de la mairie, on a les autorisations de la mairie, mais par contre, le permis de construire concerne une zone où c'est un parc privé, avec ses règles propres, qui sont différentes de celle de l'urbanisme. On se retrouve dans un peu une impasse, une validation par l'ABF et la mairie, et un refus par les personnes privées qui gèrent ce parc. Comment gérer le problème? Qui a l'ascendant sur l'autre? Sur la gestion du parc, ça veut dire qu'on est en lotissement, c'est ça? C'est un parc privé, en fait, dans une commune. Oui. Qui a ses propres règles. Oui, qui a un règlement de lotissement dans ces cas-là. Oui, c'est ça, d'accord. Là, le règlement de lotissement, effectivement, c'est quelque chose qui perdure aux côtés du PLU, mais qui, en tout cas, quelque part, prévaut sur cette zone-là. Tout à fait, sauf qu'il est un peu obsolète parce qu'il n'a jamais été remis au goût du jour. Donc, il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui vont en contradiction avec le PLU actuel, mais malgré tout, ils sont appliqués quand même. Mon avis, c'est ce qui prévaut encore, c'est le règlement de lotissement. Je sais qu'il y a une réforme à venir au niveau des règlements de lotissement, effectivement, pour qu'à un moment donné, effectivement, leur donner une caducité, qui rattrape le plan local d'urbanisme. Là, dans votre cas, en l'espèce, je ne sais pas, il faut interroger la ville, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de caducité du code du lotissement, c'est ce code-là qui prévaut évidemment sur cette zone géographique, quand bien même elle serait obsolète d'un point de vue des projets. J'aimerais derrière un projet qui soit refusé par le IADF parce que finalement, il va à contresens de la volonté de l'ADF. J'ai beaucoup échangé avec l'ADF et en fait, on s'est mis d'accord sur un projet, donc ça devient kafkaïen. Il y a une question là, une question aussi à ma droite. Non, là on était vraiment sur une matinale code de l'urbanisme, plus que déclaration effectivement performantielle des bâtiments, à la fois effectivement dans les notices thermiques qui accompagnent, et puis dans l'obligation du respect. Et là on était vraiment dans la procédure permis de construire. Et peut-être qu'en revanche, ce que j'entends, c'est peut-être aussi une thématique qu'on peut développer ici en matinale pour la suite, bien sûr. Il me semble qu'il y a un webinaire sur le site du Conseil national sur la RE 2020, je crois. C'est juste, c'est juste. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors, attends, il y a plein de questions là. Il y en avait une ici, une au fond et après devant. Oui, pour rebondir sur la question du règlement de lotissement, justement, je me demandais si l'instructeur utilise cette pièce pour instruire le dossier, et dans ce cas-là, quand il rentre, quand
il est confronté aux contradictions entre le PLU et le règlement de lotissement, comment lui réagit. Et puis, dans le cas d'une construction neuve en lotissement avec architecte coordonnateur, il peut être demandé un avis conforme avant dépôt du PC en mairie par l'architecte coordonnateur. Quelle valeur juridique a cet avis, puisqu'il ne peut pas se substituer à l'avis de l'instructeur, mais malgré tout, il est nécessaire, et d'ailleurs le maître d'ouvrage doit payer cette prestation pour pouvoir déposer le dossier en mairie. Franchement, je pense qu'il faudrait qu'on se penche plus en amont sur toutes ces questions. On peut détailler la question du lotissement. Autant chez monsieur, je pense que c'était peut-être un vieux règlement de lotissement, autant chez vous, c'est un nouveau règlement de lotissement. Et quand on est dans un nouveau règlement de lotissement, en fait, évidemment, c'est le règlement s'insère dans le règlement du PLU, par la préséance des documents. En revanche, sur un vieux document de lotissement, souvent, ce sont des règlements qui ont été créés avant même qu'il y ait un règlement local d'urbanisme. Voilà, donc on est sur deux points différents. Je pense qu'il faut qu'on précise ça et qu'on travaille nous dessus et qu'on émette une fiche, Léa, effectivement, sur la question des relations entre les différents règlements d'urbanisme, lotissement et PLU. Donc, dans ces deux cas qui sont effectivement deux cas importants à analyser. J'ai une question concernant le service des carrières. Dépôt d'un permis de construire, vérification qu'on n'est pas dans une zone avec des carrières, refus de permis de construire parce que le service des carrières avait été consulté. Et en fait, comme il y avait un incident à proximité qu'on ne voyait pas sur le document fourni par la mairie, en fait, le service des carrières a émis un avis défavorable sous condition de faire des sondages complémentaires. Mais la mairie a fait un refus de permis, ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit, alors qu'on avait sur le document des services des carrières 3 mois pour pouvoir réaliser ces sondages complémentaires. Est-ce que ça, c'est normal ? C'est normal, je pense que la mairie s'est couverte en fait sur cette situation-là. Couverte, là, hein. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais en même temps, en théorie, j'ai eu un autre cas pour un autre endroit, à Paris, on va dire. Là, c'était en banlieue. Où on nous a fait des prescriptions, enfin des préconisations, ça dépend du niveau et d'exigence, mais on ne nous a pas refusé le permis. Et oui. Là, dans ce cas-là, d'autant plus que en plus sur le document accessible, on va dire publiquement, on ne pouvait pas savoir, parce que c'était des incidents qui avaient été signalés dans les années 80, et qui en plus, a priori, ont été enlevés, parce que maintenant que je sais où on peut chercher, j'ai vu qu'ils avaient enlevé, parce que finalement, ce n'était pas les carrières, c'était les argiles. Mais peut-être que là, il faut aller revoir la mairie, effectivement, pourquoi elle a pris une décision comme ça immédiate et peut-être renclencher malheureusement le cycle de la demande du permis de construire, effectivement, en faisant ces sondages préventifs pour se prémunir de l'incident géologique qui est mentionné par service des carrières. D'accord, mais quand on propose à un client en particulier, déjà on fait l'étude de sol et qu'on ne peut pas savoir du tout au départ, il pourrait au moins laisser la possibilité de réagir dans les 3 mois que laisse le service des carrières. Je suis d'accord avec vous, pleinement d'accord avec vous. C'est pas normal, donc, conclusion. Mais là, j'ai pas de solution miracle à vous apporter. Non, c'est juste pour être sûr qu'on peut engager quelque chose. Question ici. Il y avait d'autres questions aussi derrière au fond. Donc, une rangée de questions. Si un architecte pourra faire comme un géomètre, déposer une déclaration pour une division terrain. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est anciennement, on avait des CERFA qui étaient construction vallon-division. Cette notion de vallon-division a disparu et je ne sais plus comment, dans quel CERFA cela fonctionne. On n'a plus du tout d'informations là-dessus.
Alors pour la question, votre deuxième question, il faudrait voir, je pense, avec le service instructeur qui sera le plus à même de vous indiquer quel formulaire SERPA utiliser. Et votre première question, excusez-moi, c'était... Est-ce que l'architecte pourra, comme un géomètre, déposer une déclaration de division de terrain? Un permis d'aménager, vous voulez dire? Non, en faisant un permis de division de terrain. Parce qu'on peut faire une permis de construire à l'indivision. Donc on fait une division de terrain en déposant un permis de construire. Est-ce que l'architecte pourra faire sur un terrain nu juste une déclaration de division de terrain? C'est une question, enfin, c'est la question inverse qu'il faut qu'on se pose. C'est est-ce qu'il y a le monopole des géomètres sur la division des terrains? Pas que je sache. Mais on va regarder la réponse pour vous donner effectivement une bonne information sur. Il y avait plusieurs questions. Juste, il y avait plusieurs questions. Bon, c'est pas grave, avant, mais il y avait une question de Madame juste en face de vous. Si on peut essayer de respecter l'ordre de ceux et celles qui lèvent la main. Juste devant, là. Il faut lever la main très haut en fait, sinon on ne vous voit pas. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette formation. C'est vraiment enrichissant pour nos nouvelles débutantes pour déclarer les travaux. Et moi, on a un projet dans l'établissement ERP catégorie 1. C'est pour aménagement en local. Ça, c'est un local qui était abandonné pendant le Covid ou avant le Covid. Donc, les gestionnaires des centres commerciaux, ils n'ont pas les archives locales, l'ancienne. Comme il n'y a pas du tout les informations de contexte. Moi, j'ai visité l'état de lieu. Il est plutôt correct. Et comment on peut faire les travaux nécessaires, juste nécessaires, pour déclarer notre aménagement de local dans ce ERP catégorie 1. Où on peut retrouver les archives anciennes pour ce ancien projet de local. Parce que les centres gestionnaires, ils ont changé. Peut-être ils ont franchisé par quelqu'un d'autre. Je sollicitais la mairie et ils ont seulement les informations pour les projets en cours, pour l'affichage. Est-ce que je m'ai bien exprimé? Non, merci, c'est clair. Effectivement, il faut aller voir. Bon, si la mairie n'a pas les archives, peut-être qu'ensuite les archives des permis de construire ont été versées aux archives départementales. Souvent, c'est le cas avec les petites communes. Donc, les archives départementales doivent concentrer ces déclarations ERP de l'époque, ou en tout cas le permis de construire. Et puis après, ça c'est votre travail d'architecte de diagnostic et de recollement entre ce qui avait été déposé à l'époque et probablement sur ce genre d'édifice, des évolutions, évidemment, au fil de l'eau, des aménagements, pour que vous puissiez constituer votre dossier. Moi, je ne sais pas, tous les architectes, on peut faire le diagnostic sur place par notre observation, mais il y a certains matériaux, ils n'ont pas de PV. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Le PV pour être conformé avec les normes de l'incendie, comme il est dans un établissement. Enfin, je ne connais pas le dossier, mais il doit y avoir une commission de sécurité, un rapport de commission de sécurité. La commission de sécurité a fait des prescriptions et donc généralement, il convient de répondre aux prescriptions de la commission de sécurité et d'engager des travaux. Voilà, je vous réponds de manière générale. Je ne peux pas m'aventurer dans la précision du dossier que je ne connais pas, mais en tout cas, généralement, vous avez quand même une commission de sécurité qui passe régulièrement et qui, à un moment, décide de maintenir en état d'ouverture un édifice qui reçoit du public avec des prescriptions de différents ordres. Et si les prescriptions importantes ne sont pas tenues, l'édifice ferme, c'est tout. C'est assez simple tant que les travaux ne sont pas faits. Un peu plus. Les commissions de sécurité, c'est nous qui doit demander ou c'est Non, c'est maître d'ouvrage. C'est maître d'ouvrage. C'est le rôle du maître d'ouvrage. Et si vous voulez, on en parlera après, peut-être, de façon à ce qu'on puisse distribuer la parole dans la salle. Merci. Alors, ça vient en cascade devant. Il y a une personne derrière vous et après, c'est vous. J'ai le propriétaire du
d'ensoleillement, il y a un problème de vue dégagée et la valeur vénale de son pavillon a baissé. Est-ce que ça peut être une cause légitime du recours des tiers? C'est ce que disait Léa tout à l'heure. C'est-à-dire que le recours des tiers, il est quand même fondé sur le code d'urbanisme, mais sur le PLU. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose, des textes tangibles. Là, on parle vraiment des pertes de jouissance, donc c'est plutôt du ressort du civil que du ressort de l'administratif pur. Voilà. Sous condition que l'édifice ait été construit, bien entendu, dans le respect du PLU en vigueur. Voilà. Question suivante. Oui. Les SEM qui nous imposent des réglementations et des textes de loi donnés par des BET qui des fois ne sont pas conformes par rapport au PLU et les bureaux environnementaux maintenant qui nous demandent des calculs, des spécificités de bioconstruction, d'écologie, de construction et éco-construction, de biosourcés avec des chiffres et des quotas imposés pour rentrer dans la réglementation. Et par contre, on n'en parle pas dans les PLU. Donc, qui prend le dessus quand on fait un projet de cette envergure? Bonne question, merci. Léa, tu as un avis sur cette question? C'est-à-dire, bon, alors, le code de l'urbanisme, j'entends bien, le PLU, et puis ensuite les cahiers des charges qui sont en périphérie, qui peuvent être des cahiers des charges qui, eux, évidemment, tombent sous le coup de la loi, des décrets, etc. Et puis, par ailleurs, des cahiers des charges, j'entends bien, qui sont plutôt à caractère privé. Les SEM, ouais. Les sociétés d'économie mixte. Oui, mais c'est la prescription privée, en fait, d'ordre privé. Contractuel privé, on va dire. Pour une ZAC publique, enfin municipale. Oui, mais alors une ZAC, c'est un code, c'est d'un code dans le code. Voilà. Oui, mais alors effectivement, c'est-à-dire que si on est en zone d'aménagement concerté, ça veut dire qu'on est dans une dérogation au PLU avec un règlement qui est propre, applicable à la zone d'aménagement concerté. Donc dans ces cas-là, on est dans la même, j'allais dire, obligation de respecter le code de la ZAC, comme on doit respecter le plan local d'urbanisme. Mais après, dans mon cas, c'était vraiment complexe, mais oui. Par exemple, l'histoire du biosourcé, donc la classification d'un bâtiment en charpente métallique, puisque c'était un bâtiment industriel, de nous dire vous n'êtes pas conforme à la construction en biosourcé. Et là, le bureau d'études environnementales me dit on ne peut pas accorder un permis pour ça. Et ça, peut-être qu'on tombe sur la question aussi de la RE 2020 qui a été posée tout à l'heure, avec la quantité de biosourcés qu'on doit embarquer dans les bâtiments. Parce que là, c'est écrit noir sur blanc et ça fait partie des textes de loi en plus, de 2019. Oui. Non, mais c'est sûr que les obligations qui incombent à la construction d'un bâtiment dépassent largement les obligations du plan local d'urbanisme. Voilà, donc c'est vrai qu'ici, on traite vraiment l'obligation, là, on va dire la procédure de permis de construire, qui était vraiment l'objet de la matinale. Là, on embarque des sujets qui sont extrêmement intéressants, très vastes. Mais ce qui est bien, c'est que Madame disait tout à l'heure, moi j'ai appris des choses, mais nous aussi, comme ça, quand on fait les matinales, on voit qu'il y a des sujets qui sont posés par la profession et qu'il faut que l'ordre se mobilise aussi pour peut-être prendre le temps de bien structurer les éléments de réponse et qu'on réorganise une matinale prochainement, particulièrement sur ces sujets-là. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on ait ces retours. Et je vous invite, et j'invite aussi ceux d'ailleurs qui sont en visio, à le faire par SMS. Enfin, par SMS, par chat, pardon. Merci. Alors, une question ici. Bonjour. J'ai une question pour les bureaux étrangers qui veulent déposer des permis de construire en France, du coup. Dans quelle mesure, et notamment là, moi j'ai un cas avec un bureau anglais, qui est du coup hors UE aussi. Du coup, dans quelle mesure est-ce qu'il existe, j'avais entendu parler d'autorisation qu'ils devraient demander pour chaque projet, ou alors quel genre de partenariat ils peuvent avoir avec nous inscrits à l'ordre, ou est-ce que, comment est-ce qu'ils, voilà, je sais pas si c'est clair. Si la question était européenne, ce serait plus simple. Particulièrement sur les Anglais, j'aurais du mal à vous répondre, mais en tout cas sur les architectes qui sont
européen, effectivement, il y a des accords en fait, européens, donc il y a des demandes qui sont faites dans les conseils régionaux français, systématiquement, les conseils régionaux de l'ordre des architectes, avec une demande de ces agences à pouvoir exercer sur le territoire national. Et donc ça passe dans ce qu'on appelle nous, le mouvement du tableau chaque mois, où les architectes rentrent, les architectes sortent aussi du tableau, et on a des demandes effectivement d'architectes étrangers, Union européenne bien sûr, des Anglais aussi. Donc les Anglais ont évidemment un droit aussi à pouvoir exercer la pratique professionnelle en France. Je ne sais pas si on leur demande quelque chose en plus, pour être tout à fait franc avec vous. Ça, c'est une question plutôt service tableau. Oui, c'est ça. Et alors, il me semble que c'est pour les ressortissants hors UE, si je ne raconte pas de bêtises. Il faut demander une autorisation au ministère de la Culture qui la délivre. Mais du coup, c'est une autorisation qui est pour la personne morale ou physique? Pour la personne morale. Pour la personne morale. C'est-à-dire qu'ici, comme une fois que vous êtes inscrit, c'est un mode d'exercice tout à fait spécifique. Bon, l'entité morale ou individuelle, que ce soit un architecte dans son nom propre ou une société, a un droit d'exercice sur le territoire national. Merci. Une question au fond. Oui. Alors, le changement de destination, donc il est encadré par le code de l'urbanisme. Le changement d'usage, il est encadré par le code de la construction et de l'habitation. Donc c'est quand même deux choses différentes. Dans le cadre du changement de destination, vous allez avoir une modification de tout ou partie d'un bâtiment, par exemple transformation d'un commerce en habitation. En revanche, alors le changement d'usage, c'est plus spécifique et pour le coup, c'est vraiment... alors ça rentre pas dans le cadre du service instructeur parce que c'est une autre demande, enfin c'est pas code de l'urbanisme, donc je connais pas forcément bien les spécificités, mais c'est quand par exemple vous allez modifier l'utilisation effective du bâtiment, par exemple votre habitation qui va être utilisée à usage de professionnel par exemple, il me semble que c'est ça, donc c'est deux choses différentes. Changement de destination, du coup c'est code de l'urbanisme, donc directement auprès du service instructeur. Changement d'usage, il me semble que c'est un autre service et d'autres modalités pour les solliciter. Et changement d'usage, il me semble que c'est obligatoire dans les villes de plus de 200 000 habitants. Il y a une question au fond. Bonjour, qu'en est-il des sous-destinations et de l'obligation de changement des sous-destinations? Je me suis dit que la question allait venir après les changements des usages et je vous avoue que moi je ne peux pas vous apporter la réponse. À chaque fois que personnellement je dois le faire, je regarde systématiquement les tableaux. Je pense que, je ne sais pas s'il y a, toi tu peux répondre directement, mais sinon ça serait bien qu'on donne une réponse effectivement un peu plus formalisée sur ce sujet-là. Parce que destination, sous-destination, on sait bien que c'est une petite complexité sur ce sujet-là. Mais il y a bien une obligation de déclarer le changement de sous-destination ou c'est un peu flou? Il me semble qu'on doit déclarer le changement de sous-destination. Mais voilà, ça fait partie de ce petit collier de questions qu'on va prendre et qu'on va analyser et on va se donner quand même, pas la matinée, bien plus que ça, pour formaliser une réponse précise. Merci. J'ai deux questions. Une relative lors du dépôt d'un permis de construire sur un dépôt Vallon-Division ou un dépôt Vallon-Division. Est-ce que c'est gravé dans le marbre au niveau du code de l'urbanisme la manière d'instruire la division? À savoir, on a régulièrement le cas d'une adaptation au choix du service instructeur en fonction des villes. Un va dire, je prends déjà la division et quand j'applique cette division, les deux parcelles issues de cette division et les constructions issues sur cette division doivent chacune respecter une emprise au sol, l'ensemble des textes du dispositif du PLU. Et d'autres vont dire, je prends la globalité de l'ensemble du projet, la pleine terre est à répartir comme vous le voulez, et après je divise. Et c'est pas du tout, il n'en résulte pas du tout les mêmes typologies de projets, et on a l'impression que, j'ai déjà eu
chaque ville, enfin chaque service instructeur, on l'a déjà eu plusieurs fois ce cas, 5 ou 6 fois, et à chaque fois, c'est pas le même process. Est-ce que c'est donc un sujet à l'appréciation des services instructeurs et des villes, et du coup ça doit être précisé dans les généralités du PLU comment ils instruisent ce type de sujet, ce qui ne l'est pas, enfin on a déjà épluché plusieurs fois, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus de spécifique? Bon, sans connaître précisément le sujet, j'aurais tendance à dire que le premier type d'instruction paraît le plus logique, puisque on rend viable les divisions, alors que dans le deuxième cas, on produit des divisions qui pour certaines sont non viables. Voilà, ça veut dire que certes, elles sont peut-être valables et juridiquement à un instant T, mais à l'avenir, elles ne sont plus modifiables, transformables, etc. Donc finalement, c'est un esprit qui est un peu contradictoire à l'intérêt général. Ça, c'est une appréciation personnelle que je vous livre là. Après, je pense que derrière ça, il faut qu'on regarde aussi la question jurisprudentielle. Il y a des jurisprudences d'instruction par rapport à ça. Moi, je ne les ai pas sous le sabot du cheval, mais il faut vraiment qu'on peut séparer. Prendre cette question très technique, parce que là, on voit qu'on a des questions qui sont super techniques. Nous, on est un peu généraliste en la matière. En revanche, voilà, avec un peu de temps et de regarder les textes en vigueur, et notamment les jurisprudences en vigueur, on peut vous formuler une réponse. Ouais, parce que derrière, ça sous-entend notre responsabilité dans l'accompagnement d'un projet, notre responsabilité dans la conformité du projet qu'on propose au client de déposer, et notre responsabilité aussi en devoir de conseil. Tout à fait. Moi, il m'est arrivé des cas où effectivement, je trouvais que c'était plus logique la première solution, mais en fait, sur des projets un peu d'intérêt public ou en logement social, parfois la deuxième solution arrange beaucoup plus tout le monde. Et du coup, c'est pas en écrivant devoir de conseil ce qu'on conseille, mais je veux dire, on a un maître d'ouvrage sachant, mais sachant qu'en fait, il est toujours à la fin, in fine, il est non sachant, puisqu'il est maître d'ouvrage. On a des maîtres d'ouvrage professionnels qui s'entendent avec des villes pour partir sur des dispositifs qui sont imposés à l'architecte, et bien que l'architecte, in fine, porte la responsabilité de la conformité du projet architectural et global qu'il propose vis-à-vis de son client. Et du coup, c'est oui. que ça sous-entend ça derrière. C'est une très bonne remarque. Après, dans ce genre de montage, normalement, le maître d'ouvrage s'adjoint non pas que les compétences d'un architecte qui est censé tout savoir de manière infinie, mais aussi la présence et la compétence de cabinets juridiques spécialisés dans le rôle d'urbanisme sur ce genre de montage, normalement. En tout cas, il faut le demander aussi. Oui. Il ne faut pas hésiter à le demander. Voilà. Et également, une autre question qui va aussi avec cette notion de responsabilité et dont on a du mal à se défaire, c'est plutôt un retour d'expérience. Sur les types de pièces demandées dans le cadre d'un permis de construire, bon, le nombre, évidemment, quand on a une prise d'otage et qu'on nous dit 22 exemplaires, sinon j'instruis pas, on finit par imprimer 22 exemplaires. Bon, voilà, ça, on va pas faire une opposition là-dessus. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aller plus vite. Par contre, les pièces. On a parfois des services qui nous disent oui, vous avez bien rendu ces documents, mais moi, pour comprendre le projet, j'ai besoin d'autres documents. Donc, on fait des documents, des fois, qui sont des aides, des petites fiches d'aide à la compréhension de ce qu'on a fait, parce que les personnes, in fine, ne sont pas toutes compétentes à savoir analyser les projets. Il y a parfois des cas où c'est très clair, on dépose le dossier à côté, juste pour que la personne puisse comprendre, et ce n'est pas signé, enfin c'est un document d'aide. Et il y a quand même beaucoup d'instructeurs qui nous demandent que ces documents soient mis dans le PC. Enfin, on se retrouve avec des permis, au lieu d'avoir les 8 pièces traditionnelles, plus les cas spécifiques, avec 42 pièces, dont 50% ne sont pas exigés. Du coup, ça ouvre la voie au recours en veux-tu, en voilà, parce que plus on nous donne d'informations, plus ces sources, voilà. Et comment on peut se positionner là-dessus, est-ce que l'ordre travaille là-dessus, une clarification, parce que ça pose aussi la question de notre responsabilité. On donne des documents qui ne sont pas à fournir, qui sont instruits, qui deviennent des pièces officielles, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Quelle est j'ai deux réponses. La réponse du praticien que je suis aussi, de se dire oui, je me retrouve dans des situations où on me demande des choses qui en plus coûtent très cher en production parfois quand on vous demande 2 ou 3 perces alors qu'elles ne sont pas obligatoires.
On en a besoin que d'une généralement. Et là, on vous répond, bah, écoutez, cher monsieur, il y a le tribunal administratif si vous voulez. Bon, ça me semble pas très prometteur en termes de bonne relation que service instructeur. Après, pour la réponse ordinale, parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel on travaille. Il y a d'autres conseils régionaux aussi qui travaillent, parce que c'est un vrai sujet de bonnes et de mauvaises relations avec les services instructeurs. Donc il y a des sondages qui sont lancés, notamment il y a d'autres régions qui en ont lancé. Nous aussi, on a lancé des sondages. On a lancé un sondage auprès des services instructeurs, d'une part, leur rappeler un peu comment ça se passe une instruction de permis de construire et tout l'environnement juridique. Et il y a un sondage aussi qui va être en cours de constitution auprès des architectes. Pourquoi? L'idée, c'est qu'on arrive à repérer aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin que les architectes franciliens répondent au sondage, où sont les problèmes. Parce qu'il y a des services instructeurs, il n'y a pas de sujet. Il y a des services instructeurs, il y a des sujets. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça nous permet de remonter des réunions, pas des réunions acrimonieuses, mais d'aller remonter des réunions constructives, notamment soit directement avec les services instructeurs, ou de monter des réunions générales avec les préfets ou les services de préfecture, de façon à ce qu'il y ait une communication qui soit faite de préfet à service instructeur par département. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a un service instructeur qui va s'estimer roi en son royaume et qui ne va pas forcément comprendre qu'il y a aussi une limite à ce qu'on peut demander à un architecte en production de documents. Et là, évidemment que nous, on est un acteur essentiel, mais l'acteur essentiel, évidemment, ça va être l'élu, le maire, mais surtout le préfet, qui va rappeler quand même que en interco ou dans les communes, eh bien, on peut demander certaines choses et on peut aussi pas en demander, on n'a pas le droit de demander certaines autres. Voilà, donc là, il y a un travail qui est fait, donc il n'est pas immédiat, il est en cours, mais c'est un travail qu'on cherche à faire le plus constructif possible avec l'ensemble des acteurs, donc les archis, les villes, les intercos, préfecture départementale. Alors, pour l'instant, on n'est pas parti pour faire un peu un name and shame, si je peux me permettre. On est parti déjà pour avoir une première image horizontale. On a lancé cette procédure-là. L'Île-de-France n'a pas été le premier conseil régional à le faire. Il y a un conseil régional qui a travaillé très bien dessus, qui est Provence-Côte d'Azur, PACA, qui maintenant arrive à avoir des relations extrêmement régulières avec les services préfectoraux et à avoir des réunions générale. Et d'ailleurs, de rappeler que l'édition de ce petit volet, le guide de l'urbanisme aussi, nous a permis là de déclencher des réunions de ce type-là dans les départements. Donc ça, c'est de l'action, j'allais dire, politico-administrative de l'ordre, mais on souhaite pour l'instant garder cette procédure-là. Il n'est pas pour l'instant prévu de dire, bon, bah, j'ai eu tel problème avec telle commune, tel instructeur, etc. On est plus vraiment dans un travail d'institution à institution plutôt que d'aller pointer du doigt certaines personnes. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que déjà, en tout cas, bon, il y aura un sondage à intenter par rapport à ça. Peut-être qu'après, il y en aura plusieurs. Mais je pense que déjà, avec ce premier sondage, on espère que une majorité d'architectes répondront à ce sondage de façon à ce qu'on ait aussi une bonne cartographie des lieux. Tout comme, je dois le dire aussi, on questionne les services instructeurs. Parce que parfois, il y a des services instructeurs qui disent oui, mais attendez, là, les archis, quand même, leur dossier, machin, etc. Donc c'est aussi important que nous, on puisse se positionner en intermédiaire pour donner aussi de l'information à l'un et aux autres. Oui, monsieur, vous avez beaucoup de questions ce matin. Vous êtes venu avec un panier rempli de questions, je vois. Parce que moi, j'ai eu le retour de l'instructeur. Ils me disent texto, on est en sous-effectif, ils attendent dernier délai, ils réclament une pièce par folie et ça remet le compteur à zéro. Donc nous, ça nous pénalise énormément. Ça, je pense que tous les services instructeurs sont totalement submergés et je ne parle pas des ABF qui, par ABF en Ile-de-France, c'est 6 000 dossiers par an. C'est 6 000 dossiers par an par ABF.
Vous voyez bien que tout le monde est submergé. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que là aussi, on essaye d'œuvrer sur une fluidification des procédures. Et on travaille aussi avec les ABF pour voir comment il est possible d'avoir une forme de préfiche sur les dossiers, de façon à ce que l'ABF ou la personne qui travaille avec l'Architecte des Bâtiments de France, parce que souvent ils ne sont pas seuls, puisse avoir les éléments les plus sensibles du projet qui soient reproduits sur un feuillet A4 très simple, ce qui évite d'ouvrir le dossier qui comporte parfois plus de 50 plans et des notices dans tous les sens, etc. Au moins d'avoir les points sensibles du projet, de façon aussi à fluidifier l'instruction. Donc ça, c'est vraiment un problème sur lequel, et c'est un problème totalement métropolitain hein, sur l'ensemble de la géographie française, où les ordres régionaux tirent la sonnette d'alarme, et le Conseil national aussi, pour un peu plus de financement pour les services instructeurs, que ce soit les services instructeurs municipaux ou que ce soit effectivement les services déconcentrés de l'État aux affaires culturelles. Bon. S'il n'y a plus de questions, moi je propose, après peut-être qu'on peut s'en reposer autour d'un café, d'une petite boisson. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux, d'avoir posé des questions. C'était super important pour nous aussi, je dois vous le dire. Voilà. Donc on essaiera d'apporter les informations, des questions sensibles, difficiles qui nous ont été posées, voilà, que vous ayez les réponses. Repartez avec le guide. Ceux qui sont en visio, je pense qu'il est téléchargeable de mémoire. S'il ne l'est pas, on va le rendre téléchargeable, parce que ça c'est toujours important. Et je rappelle que la matinale, c'est aussi une formation non structurée, donc vous recevrez une attestation de présence. Voilà. Merci à toutes, merci à tous.